On va parler de l'arrestation de Louis-Philippe Roundéon, ancien directeur général de la police nationale. Dites-nous, est-ce que vous avez été surpris qu'il ait été arrêté au regard de certaines déclarations récentes de lui? Non, 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 faut être honnête, je ne suis pas surpris. Et J'ai même été surpris plutôt que cela est militant. Parce qu'il y a longtemps que Roundéon avait envie qu'on l'arrête. Vous pensez qu'il avait envie? Oui, oui, je crois que Roundéon avait envie de se faire martyr depuis un bon moment. Ah Parce bon? que c'est un officier supérieur général, qu'il ait été déchu ou dégradé, Ou rétrogradé? c'est un général. Et lorsque tu es militaire, je crois qu'il y a une obligation de réserve qu'on leur enseigne. Je ne suis pas militaire. Mais quand tu écoutes les militaires, le militaire ne parle pas. Quelle que soit la situation, paix à son âme. Et le général Kouyame, que j'ai longtemps côtoyé avant qu'il ne tire sa révérence, vous avez beau lui demander qu'est-ce qui s'est passé à Segbana lors de son évasion, il ne vous le dira jamais. Il y a eu suffisamment de journalistes, d'enquêteurs qui l'ont approché, de donner les détails de son évasion. Il ne le dira jamais. Pourtant, il s'est évadé en pleine révolution. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Mais il ne le dira Mais est-ce que jamais. cette posture est une bonne posture? Mais c'est ça le militaire. Le militaire ne parle pas. C'est un officier de réserve. Mais à tout moment, un officier peut être sollicité pour les causes de la République. Le militaire ne parle pas. Mais Roundéon parlait déjà trop. Je n'ai pas compris. J'ai l'impression qu'il voulait se faire arrêter. Ah bon? Sa victimisation, que je ne tolère pas dans tous les sens du terme. Pourquoi? C'est-à-dire avoir été rétrogradé pour un droit déjà acquis, c'est-à-dire avoir été précipité à la retraite anticipée, ça fait beaucoup d'accumulation de frustration. Je suis d'accord. Il n'est pas blanc comme neige non plus. On l'a vu sous le régime Yahi. C'était l'officier zélé qui écrasait tout le monde. Vous étiez jeune, sinon vous devez vous en souvenir. Que quand on parle de Roundéon, attention, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est la terreur incarnée depuis l'épopée Raid, commissaire central de Cotonou, à la direction de la police judiciaire, et puis ensuite directeur, tout puissant directeur général de la police nationale, et puis général. Roundéon, c'est quelqu'un. C'est un officier très zélé, qui fait bien son travail, c'est vrai, quand on lui commande, mais excessivement zélé en des moments donnés pour avoir développé assez de rancœur au niveau de certains concitoyens. Parce que vous pensez, mais dans ces propos, on ne le sent pas. Qu'on l'ait brimé, c'est légitime qu'il s'en offusque. Qu'on l'ait écrasé comme une punaise, c'est normal que ça le fâche. Mais il devrait avoir des concitoyens pour le défendre. J'ai écouté Sabah Nazer, mais qu'il a vitriolé. Mais quand on arrête quelqu'un, ça fait pitié. Ce n'est pas le moment, effectivement, de chercher encore à l'accabler davantage, mais Sabah Nazer n'a pas eu pitié, n'a pas eu froid aux yeux. Tout à fait. Pour l'accabler. Moi, ça me fait mal. J'ai fait la prison en tant que journaliste. Donc, quand quelqu'un est déposé en prison, quels que soient les motifs, moi, je suis touché. Je suis totalement gêné. Vous avez passé une journée aujourd'hui au tribunal, vous m'avez raconté en off ce que vous avez vécu, le pincement. Vous n'êtes pas allé en prison déjà. Eh bien, vous avez vu ce qui se passe. Quand on doit menotter quelqu'un, l'envoyer en prison. Donc, quand vous avez vécu ça, très sérieusement, même quand c'est votre adversaire qui vit des moments de tension assez douloureuses, vous êtes gêné. Vous êtes touché. On a de la compassion. Vous devez avoir de la compassion. Mais quand on en arrive à ne pas avoir de la compassion pour Roundéon, alors ça signifie que il a préparé son lit comme il se couche. Et ça fait mal. Et moi, ce que je lui reproche, je ne veux pas juger. Je ne veux pas le juger sur cette dissension. Je ne veux pas le juger sur ses récriminations ou sur ses victimisations parce que je ne suis pas à l'exécutif. Je n'ai pas tous les moyens d'apprécier et il n'était pas le seul qu'on a poussé à la retraite anticipée. J'ai des amis pour qui j'ai coulé des larmes, c'est vrai. Il n'en fait pas partie. Mais j'ai coulé des larmes pour certains parce que ça fait mal. Tu ne t'y attendais pas du tout. Ce n'est pas comme au temps de Soglo où on a parlé de départ ciblé, où tu as ramassé un peu de millions. Même si pour eux, ils ont pris de l'argent, et qu'ils estiment que l'argent pris ne compense pas la précipitation à la retraite quand vous êtes à 20 ans de service, qu'il vous en reste 10, je crois que ça fait mal quand vous n'avez pas préparé ça. Mais ceci dit, comme on fait son lit, on se couche. On aurait dû se la boucler. À un moment donné, ça va qu'il est officier. Si c'est un civil qu'on arrête de cette manière, ça me gêne. J'ai de la compassion pour mon cher professeur Aïvo, un de mes meilleurs professeurs en droit constitutionnel dans mon université.
j'ai de la compréhension pour lui, parce que c'est un civil. Il a choisi un combat politique qu'il assume. Je crois que c'est courageux, parce qu'il savait que ça allait lui arriver. Et je lui ai dit. Vous pensez qu'il savait? Je lui ai dit, en salle, au 5e étage, ici, devant les étudiants, il était au cours. J'ai dit, si tu continues comme ça va te créer des ennuis, parce que tu vas aller directement au front avec les armes dont tu ne maîtrises pas l'utilisation. Vous pensez qu'il a méconnu le droit lui-même? Il connaît le droit. Il a dit les armes dont il ne maîtrise pas l'utilisation. Je n'ai pas dit le droit. Okay. Hein? C'est un patron de droit. C'est un professeur agrégé de droit. Donc ici qu'on est en droit, mais là il est en politique. Il ne s'agit pas de droit. On est en politique. Et quand on est en politique, vous avez des adversaires en face de vous. Et l'adversaire que vous avez en face de vous, vous devez apprendre à le psychanalyser, à savoir quels sont les moyens dont vous disposez pour l'affronter. Comment il vous affronte, lui, quand il veut aller au challenge, au combat avec vous. Est-ce que, parce que vous venez avec les poings pour l'affronter, que lui, il vient forcément avec les poings? Non, lui peut venir avec la dade. Si vous venez avec les poings, qu'il vient avec la dade, il ne vous reste qu'une seule solution. Vous savez ça? Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On détale. On détale. Voilà. On peut décider aussi d'affronter son destin comme... Ah oui, il a la dade, il a une manchette en main, j'ai les poings. Ah bon? Non, moi j'aurais détalé. Alors, je ne suis pas aussi courageux. On parle de Louis. Mais lui, j'aurais compris. Mais lui, je ne comprends pas. C'est militaire. Il devait apprendre à se la boucler. Un policier, il va dire. Alors, on parle de Louis-Philippe Oundéon, on parle également... Policier, ça veut dire quoi? C'est un paramilitaire, un paramilitaire, un militaire. Il n'y a pas de policier. On est aujourd'hui police républicaine, c'est les gendarmes et les policiers. Ils sont formés de la même manière, c'est des militaires. Tout à fait. Hein? Donc, un militaire, un officier supérieur, en plus, a l'obligation de réserve. Donc, lui, je ne l'excuse pas. Je ne l'excuse pas. J'excuse les civils qui n'ont pas été prudents. J'ai compatis pour les civils qui n'ont pas été prudents, mais je ne compatis pas pour un militaire. Et vous ne compatissez pas aussi pour Damien Oundéon qui a été... C'est beaucoup plus lui qui l'a poussé dans la gadoue. C'est lui qui a été l'instigateur, je crois bien, pour les TikTok que j'ai suivis. C'est lui qui posait les questions. C'est lui qui s'est transformé en journaliste expérimental et qui voulait nous faire partager les exploits de Oundéon. C'est Damien, je crois bien. C'est le nom que je suivais. C'est bien ça. Je ne savais pas qui se nommait Oundéon. Vous êtes sûr que c'est Oundéon qui s'appelle? Il y a un de ses frères. Je sais qu'il y a un Damien qui a été tout le temps celui qui le filmait sur TikTok et qui l'interviewait et qui le poussait à faire des déclarations assez tapageuses, assez risquées, assez osées, qu'il aurait dû ne pas faire en réalité. Il est allé trop loin. Il est allé trop loin. Mais je dis, pour avoir fait la prison une fois, je ne le souhaite à personne. Je compatis pour lui. Et je pense que Oundéon va être guéri de tous les maux qui l'accablent, parce qu'il est certainement touché psychiquement, psychologiquement, et il ne digère pas tout ce qui lui arrive. Et il va finir par sortir le plus vite possible. Parce que ce qu'on lui reproche ne va pas... Oui, ce n'est pas parce qu'on lui reproche. Est-ce que vous trouvez... Incitation quand même à la rébellion. Atteinte à la sécurité de l'État. Oui, est-ce qu'on n'a pas d'atteinte à la sécurité de l'État? Je ne crois pas. Oui. Dans les chefs d'accusation, il n'y a pas encore un chef d'accusation qui porte atteinte à la sécurité de l'État. Non, je ne crois pas. Je crois que incitation à la rébellion et puis... seulement pas bien... Pas voie numérique. Je crois que tenons-en nous aux deux là. Bon, le reste, je ne pense pas. Il n'a pas tenté quelque chose. Je ne crois pas. Histoire qu'on dise que les jeunes viennent taper à sa porte pour lui demander de tenter un coup d'État, c'est de ça que vous voulez parler? Non, c'est sa comparution devant la criette. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça soit ça. Je ne crois pas qu'il soit allé jusqu'à cette extrémité-là. Non, mais restons quand même dans les limites de ce dont on l'accuse, pour dire que ça va lui permettre, quand il en sortira de là, qu'il ait fait un bain spirituel pour se retrouver. Je crois qu'il a beaucoup d'amis autour de lui qui s'y connaissent bien en bain spirituel. Effectivement, il est interpellé pour incitation à la rébellion et harcèlement par voie électronique. C'est ce que je sais. Exactement. Voilà, donc... il n'y a pas d'atteinte à la sécurité de l'État. Voilà, restons-en. C'est mieux pour lui qu'on n'en ajoute pas d'autres. Voilà. Alors, pour progresser aussi, on parle du cas de concertation de l'opposition. Le dimanche dernier, des partis politiques de l'opposition, 5 d'entre eux se sont réunis pour créer un cadre de concertation de l'opposition, mais à la grande surprise, on note l'absence de Force Corée.Bien émergent FCBE et de Restaurer l'espoir. Bon, à la grande surprise de qui? Il y a longtemps que je sais que FCBE n'a jamais joué dans la cour de l'opposition.
Ah bon? Quand l'opposition se retire, il s'est retrouvé le seul FCBE à aller aux élections. Quand l'opposition ne voulait pas aller aux élections présidentielles, il va se retrouver opposant sur le toit du monde. J'aime bien cette photo où il était sur le toit du monde tout seul. Mais non, mais non. Et puis il y a longtemps que restaurer l'espoir, il pisse le fiel sur tout ce qui est opposant. Il ne se retrouve pas avec eux du tout. Il n'a pas entendu maintenant. Il a l'impression que l'opposition telle que cela se présente actuellement ne joue pas franc jeu et ne coordonne pas ses actions telles que lui, Azanaï, l'aurait suggéré qu'il le fasse. Donc, ça ne devait pas vous surprendre en tant que journaliste, en tant que commentateur politique, analyste, que Azanaï ne se retrouve pas dans un cadre de concertation de l'opposition. Ça, je ne suis pas surpris. FCBE, non, mais FCBE n'a pas les moyens aujourd'hui de se proclamer opposant sérieusement. Mais ils ont toujours tenu un discours opposant à Patrice Talon. Ils ont toujours condamné la gouvernance de Patrice Talon. Ils ont toujours parfois été très acerbes contre la gestion de ce pays, par Patrice Talon. La preuve, vous avez vu les élections dernières, quand on a voulu choisir un parti de l'opposition pour aller à l'Assemblée nationale, il y en a eu combien de FCBE que vous avez trouvé? Est-ce que les même l'opinion sait très bien oui, que... est-ce que les ressentis des uns et des autres contre FCBE ne résultent pas des soupçons qu'on a contre Paul Houmpé au moment où il y avait une réorganisation de cette formation politique, après avec le retrait de L'opinion sait identifier les différentes forces politiques sur le terrain. L'opinion sait parfaitement bien s'ils ont envie de sanctionner le pouvoir dans les urnes, vers quel parti politique se diriger. Ça, c'est sûr et certain. Si Paul Houmpé et les FCBE avaient joué franc jeu en tant qu'opposants, les dernières législatives leur auraient donné quand même une certaine indication de crédibilité dans ce sens-là. Ils ne l'ont pas obtenu, ce blanc-seing, au niveau de la population, au niveau du peuple béninois. Cela signifie qu'ils devraient se remettre en cause. Ensuite, aller s'asseoir avec les démocrates pour parler de cadre de concertation de l'opposition, mais les autres ne se sentiraient pas mal à l'aise. C'est comme s'il y a un intrus qui est venu s'asseoir avec eux, ou, comment il faut l'appeler, un espion qui vient écouter aux portes pour aller vendre les secrets de la discussion. Il n'y aura pas d'espion. Non, ils ne permettront pas. FCBE, non, j'aime bien ce qu'ils font actuellement pour se rattraper, pour s'équilibrer. Ils tanguent un peu, je sais, le tangage qu'ils organisent est assez osé, mais très peu crédible. Il en faut suffisamment pour Paul Houmpé pour se retrouver vraiment en tant que parti de l'opposition crédible. Alors, ce cadre de concertation de l'opposition a comme objectif, notamment, on peut séquencer cela à 3 points. En premier point, le retour des acteurs politiques hors du territoire national qualifiés d'exilés politiques, ceux également en prison qualifiés de détenus politiques. Il y a également la relecture du code électoral qui est vivement souhaitée et également sans occulter le retour à la restauration de la démocratie béninoise et des libertés fondamentales. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je commence par le dernier. Alors, pour faire des revendications, il faut se méfier d'un fait qui ne rallie pas l'unanimité des suffrages tout de suite quand vous parlez. Retour à la démocratie. Le Bénin est un pays démocratique. La preuve, nous sommes ici en train de faire une émission politique. On n'a pas été laudateur du pouvoir dans cette émission. On est libre de dire ce que nous pensons. Et je le dis très aisément. Et on le fait très souvent quand on arrive ici. Et il a été toujours imposé au niveau de cette chaîne que lorsque vous avez un partisan du pouvoir, vous devez avoir un opposant en face pour que le débat soit équilibré. Et on l'a tout le temps fait. Et on a toujours pris des messieurs qui n'ont pas eu la langue très colorée quand il s'agit d'attaquer le pouvoir. Et heureusement qu'en face, il y a toujours des personnes qui équilibrent. Alors c'est ça ce que nous faisons en tant que médias. Et lorsque ça se fait dans un pays, ça s'appelle pays où le droit à la liberté d'expression est respecté. Alors, lorsque nous quittons ce terrain, que nous sommes un pays démocratique, ça c'est certain, nous avons fait nos élections à bonne date, ça n'a jamais été repoussé. On parle de restriction de la liberté. Moi, personnellement, ne m'a pas encore restreint. Maintenant, par rapport aux hommes politiques qui sont sur le terrain, qui effectivement de plus en plus trouvent des actions contrecarrées, des actions contrées par le pouvoir en place, je trouve que c'est de bonne guerre. Ce n'est pas systématiquement normal, mais c'est de bonne guerre. Parce que le pouvoir qui est en face, dirigé par un président de la République qui a vécu au Bénin avec les hommes politiques, qu'il a même financé d'ailleurs, qu'il connaît parfaitement. Et il a toujours compris qu'est-ce qui a été le goulot d'étranglement et qui empêche ce pays de se développer. C'est lequel? Un petit rappel? La manipulation politique toujours par le bas, l'instrumentalisation par les hommes politiques, le trafic d'influence
la fuite des devises et la distillation des ressources. Il connaît tout ça, en réalité. Alors, il a décidé à un moment donné de faire du forcing, de briser les amarres et de pouvoir faire des mécontents en des moments donnés. Alors, de temps en temps, il arrive qu'on dise qu'il exagère. Et je pense que parfois, lui aussi, doit se rendre compte qu'il exagère. Et quand il le fait, il essaie de... Il a tenu les choses. Il délie légèrement. La dernière élection, vous croyez que si le pouvoir central directement, le chef de l'État, n'avait pas tapé du poing sur la table, les démocrates iraient aux élections, puisque 3 ans auparavant, on les a exclus, sans crier gare, sans coup féri. Il ne s'est rien passé. Les quelques 2 ou 3 qui se sont mobilisés dans la rue en ont eu pour leur grade, en ont eu pour leur compte. Donc les élections ont eu lieu, et on a fait les présidentielles, on a fait les législatives, on a trouvé des députés monocolores, BR, UP à l'Assemblée nationale. Ben, ça a crié, ça a gueulé, mais ils ont fait les 3 ans. Avant la dernière réforme qui a conduit aux élections où les démocrates... Ah, ils ont fait 4 ans. Oui. Oui. Avant la dernière élection, c'était en 2019. En 2019 2023 après. 2019, 2023, oui, 4 ans. Ouais. Oui, exactement, 4 ans. J'ai vieilli, c'est ça. C'est normal. Ma mémoire ne commence pas à flancher. Oui. Alors d'accord, ils ont fait les 4 ans. Mais ça a gêné qui? Ils ont fini les 4 ans. Ben, pendant que l'opposition criait, il y avait les Badamassi en face qui gueulaient aussi. Et puis ça n'a rien dit. Mais le chef d'État, c'est l'homme le plus intelligent que moi j'ai jamais connu depuis que le Bénin gouvernait. Il voit les réactions en face. Mais il a essayé d'atténuer la situation. Pendant que déjà on s'apprêtait à éliminer tous les candidats de l'opposition parce qu'ils n'ont pas le quitus fiscal, une décision assez extraordinaire de la Cour constitutionnelle les autorise à aller aux élections et à compléter les pièces après. Mais ça a étonné beaucoup de monde. Évidemment, je crois que des personnages comme Badamassi ne devaient pas être très contents parce que pour ça, ils sont à la maison aujourd'hui, ils ne sont pas au Parlement. Donc, le chef d'État a laissé faire. Donc, il sait concilier un peu le bâton et la carotte. Et lorsque vous êtes en face de quelqu'un, c'est à vous de savoir comment faire vos revendications, comment le prendre de coup pour prendre ce que vous avez envie de prendre. Vous ne pouvez pas exiger. Par exemple, quand vous savez qu'un tribunal autonome a condamné des personnes qui sont en prison et d'autres qui ont des condamnations, qui sont partis en exil, vous ne pouvez pas exiger que le président prenne un décret pour dire, mais écoutez, messieurs les juges des tribunaux, faites rentrer ceux qui sont en exil. C'est pas possible. Même qu'il ait envie de le faire, il ne peut pas le faire. Mais par contre, il y a quelque chose qui est possible. Quoi? Les partis de l'opposition peuvent négocier avec les partis du chef de l'État pour dire, nous devons nettoyer notre code électoral. Parce que ce code électoral est chrysogène, effectivement. Ce code électoral va amener... Vous le pensez aussi? Je le pense aussi, va amener des histoires, va créer plus de problèmes qui n'en résoudra aux élections de 2026, parce que les histoires de 20% par circonscription électorale et plein d'autres petites astuces qu'on a mis à l'intérieur, pour autant que, rapidement, l'UP et le BR peuvent se retrouver pour... avoir les 20% ensemble, accord de gouvernance qui aura pas au niveau de l'opposition, parce qu'on sait très bien que si les démocrates existent, l'FCBE n'existerait pas. Pourtant, ils sont avec un cas de concertation. Il y a d'autres partis politiques qui sont là, qui se disent aussi nationaux. Pour que l'accord de gouvernance marche au niveau d'un endossement. Attention, oui. Attention. Parlez par rapport à ce que vous connaissez du pays. Oui. Pour que l'accord de gouvernance ait droit de citer, il faudrait que, sur le plan national, le parti soit capable d'avoir le suffrage nécessaire pour conserver un député, les 10%, oui. Sur le plan national. Alors, si les démocrates peuvent se targuer d'avoir 10%, donnez-moi le nom d'un parti politique qui puisse avoir sur le plan national 10%. Première chose, première condition, avoir réussi à avoir des suffrages dans les deux tiers, je crois que les 2 tiers de tout le pays, 2 tiers de tout le pays, avoir réussi à avoir des suffrages. Et puis, troisième condition, restrictive totalement alors, les 20% au niveau de la circonscription électorale. Alors, vous imaginez bien que les démocrates vont se retrouver seuls, comme un beau diable, à se débattre autour de cette question. Justement, sur cette question-là, permettez, est-ce que les autres formations politiques de l'opposition ne peuvent pas se dissoudre au sein des démocrates
pour véritablement faire un combat unifié? Ben, le Béninois ne le fait jamais. Vous connaissez ce qui caractérise le Béninois, c'est du chacun Parce pour que soi. on a comme l'impression que c'est véritablement l'esprit de la réforme. Non, mais c'est du... le D'avoir Béninois... des formations politiques davantage fortes, davantage représentatives. Non, le Béninois est toujours caractérisé par ce que certains ont appelé du tiédianabisme. Oui, et c'est ce que Patrice Talon veut finir avec cette réforme du système partisan. Oui, je suis d'accord, mais pour finir avec, pour l'instant, il ne faut pas trouver un moyen si exclusif vous pensez que la méthode est brutale, qui empêche un parti de l'opposition de se retrouver à l'Assemblée nationale. Parce que c'est, quand vous prenez les dernières élections, ceux qui ont proposé la loi, ils sont intelligents, ils ne sont pas cons. Ils ont pris les dernières élections. Pourquoi ils n'ont pas de 15%? Pourquoi ils n'ont pas de 10%? Ils ont bien calculé pour se dire, dans quelles circonscriptions électorales les démocrates n'ont pas pu avoir 20%. Ils ont calculé, ils ont regardé dans le Koufo, sur le plateau d'Abomey, là où ils ont eu les 9 000, les 10 000, où ils n'ont pas pu avoir de députés, ils ont calculé un peu. Le Koufo, le plateau d'Abomey, si on maintient la même pression, il s'en trouvera quelques circonscriptions électorales où les démocrates n'auront pas les 12%. Tant qu'on peut avoir cette possibilité, alors on contourne un peu la difficulté de 2000, les élections de 2021, on contourne la difficulté de 2021 pour se replonger en 2019, pour se retrouver encore deux blocs puissants à l'Assemblée nationale. On écarte les démocrates, on se dira que, bon, évidemment, vous avez vu, c'est sur le terrain qu'on les a gagnés. On n'a pas gagné sur le terrain, on a rusé, tout simplement. Et ce n'est pas bon. Et le chef de l'État, il est en train de vouloir partir et il insiste qu'il partira. Je crois que s'il doit partir... Ah oui, s'il doit partir, qu'il parte bien. La seule chose qu'il peut accorder à l'opposition et à la classe politique aujourd'hui, c'est de nettoyer le code électoral et surtout de sucrer cette histoire des 12% de circonscriptions électorales. Les 20% des circonscriptions électorales et de laisser la composition se faire. Déjà, la première condition de 10%... il faut revoir la baisse, peut-être ramener à 10%. C'est pas utile en fait. Cette conditionnalité supplémentaire n'est pas utile. Puisqu'il y a une condition déjà de 10% qui a éliminé pratiquement tous les partis politiques, sauf les démocrates. Pourquoi en rajouter un autre? Quand vous dites déjà 10%, ben 10%, le PRD n'a pas pu avoir les 10%, vous avez oublié. Le PRD a eu 8%. Malgré son hégémonie. Évidemment, le PRD a eu 8%. Le PRD seul, quand même, qui a toujours raflé quand même la mise dans l'OME Plateau, n'a pas eu 10%. Donc, demander d'avoir 10% déjà, il y a une condition suffisamment exclusive à suffisance pour maintenir une certaine pression sur les partis politiques afin qu'ils soient territorialement représentatifs. Ben, à en rajouter encore, il y a une deuxième condition des 2 tiers sur le plan national. Ensuite, maintenant, condition très restrictive de 20% au niveau des arrondissements. Ça, je crois quand même qu'on peut aller à une réforme électorale, on peut sucrer cette partie-là et donner la chance de compétir équitablement. Ça, c'est des choses que je préfère que quand on est politicien, on demande. Mais les questions qui sont liées à d'autres juridictions, je ne suis pas en train de juger que ceux qui sont condamnés l'ont été de bon ou de mauvais droit. Ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas les éléments d'appréciation, encore que je ne suis pas très bon juriste. J'ai de la culture en droit qui ne me permet pas de dire tel élément plus tel élément, l'une ne doit pas être condamnée. Non. Je n'en ai pas suffisamment assez pour le dire, mais je dis, cependant, étant donné que c'est des tribunaux qui ont prononcé des décisions les concernant, on ne peut passer que par les mêmes tribunaux pour avoir des allègements ou des faveurs possibles.